Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à une période absolument folle. Imaginez un effet domino, une réaction en chaîne qui en à peine 25 ans a mis l'Europe à feu et à sang et a complètement redessiné ses frontières. C'est ce voyage dans le temps qu'on va faire pour comprendre comment une catastrophe a pu en amener une autre, puis une autre. La grande question, c'est comment est-ce que tout ça a pu arriver? Parce que ce n'était pas juste une liste de dates dans un livre d'histoire, non, c'est une immense toile où tout est lié. Comment est-ce qu'une guerre, une seule, a pu être le point de départ d'une crise économique planétaire, de la montée de dictatures terribles, mais aussi, paradoxalement, de certaines avancées sociales? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Et tout commence par une étincelle, l'événement déclencheur, la Grande Guerre. C'est vraiment elle qui met le feu aux poudres et qui lance ce terrible effet domino dont on parlait. Alors, si on regarde la chronologie, tout bascule en 1914, l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo. Mais le point clé, le truc vraiment dingue, c'est de voir comment un conflit qui aurait dû rester local devient mondial en quelques semaines à peine. Pourquoi? À cause d'un jeu d'alliance hyper complexe. Résultat, 4 années de guerre totale qui s'achèvent enfin avec l'armistice de 1918. Mais au-delà des dates, il y a la réalité du terrain. Pour les soldats, c'est l'enfer des tranchées. Le froid, la boue, la faim, la peur en permanence. En plus, de nouvelles armes terrifiantes font leur apparition, comme les gaz, les mitrailleuses, c'est une boucherie. Et à l'arrière, ce n'est pas simple non plus. Toute la société est mobilisée. Les civils participent à ce qu'on appelle l'effort de guerre. Les femmes notamment remplacent les hommes partis au front dans les usines. Et pendant ce temps, l'État matraque les esprits avec la propagande pour que le moral tienne. Et le bilan humain, il est juste effroyable. Le chiffre qu'il faut retenir, c'est celui-là. 12 millions. 12 millions de morts. C'est une génération entière qui a été sacrifiée, des cicatrices qui mettront des décennies à se refermer. Bon, la guerre se termine, et avec elle, les grands empires s'effondrent. Ça crée un vide politique immense. Et dans ce vide, deux idées, deux modèles de société radicalement opposés vont s'affronter pour prendre le pouvoir. D'un côté, on a le régime totalitaire. L'idée, elle est simple et brutale. Un seul chef, un seul parti, et il contrôle absolument tout. Pour y arriver, ils utilisent la propagande pour façonner les esprits et la peur pour s'assurer que personne ne désobéit. Et de l'autre côté, on a la démocratie. Là, le pouvoir vient du peuple, qui choisit ses dirigeants lors d'élections libres, et les libertés individuelles sont en principe protégées. Le premier exemple concret de ce modèle totalitaire, c'est l'URSS de Staline. À partir de 1924, il met en place un pouvoir absolu. Les terres sont collectivisées de force, l'économie est totalement contrôlée par l'État, et surtout, il n'y a aucune place pour l'opposition. Les opposants sont envoyés dans les camps du goulag. C'est la terreur comme outil de gouvernement. L'autre exemple, bien sûr, c'est l'Allemagne nazie. Hitler arrive au pouvoir en 1933, en surfant sur l'humiliation de la défaite de 1918 et sur le chaos économique. Il utilise les mêmes outils, un parti unique, une propagande de tous les instants, le culte du chef, le fameux Führer. Sauf que le nazisme y ajoute une idéologie violemment raciste et antisémite, qui va mener à l'horreur absolue. Et comme si la situation n'était pas déjà assez explosive, un autre événement va venir tout accélérer, un vrai catalyseur, la crise économique mondiale de 1929. C'est le deuxième domino majeur qui tombe. Ça part des États-Unis, un crash boursier en 1929. En quelques mois à peine, ce qui était une crise financière américaine devient une crise économique mondiale. Elle se propage à une vitesse hallucinante à travers toute la planète. Et en Europe, les conséquences sont catastrophiques. Les usines ferment les unes après les autres, le chômage explose, la misère s'installe partout. Et bien sûr, cette crise économique se transforme très vite en crise politique. En France, par exemple, ça culmine avec des manifestations ultra-violentes le 6 février 1934 à Paris. On a vraiment cru à un coup d'État fasciste. Le choc est énorme. Entre l'instabilité économique et la peur de l'extrême droite, les démocraties sont complètement déstabilisées. Elles paraissent faibles, incapables de trouver des solutions. Et ça ouvre un boulevard aux régimes autoritaires qui, eux, promettent un retour à l'ordre musclé. Mais face à cette menace, il y a quand même des réactions. Certaines démocraties essaient de se défendre. Et en France, cette réaction va prendre une forme assez unique et historique, le Front populaire. Concrètement, face à la montée du fascisme, les partis de gauche décident de faire un truc impensable à l'époque. Ils mettent de côté leurs querelles et ils s'unissent. Cette alliance, c'est le Front populaire. Et contre toute attente, elle gagne les élections en 1936. Léon Blum devient chef du gouvernement. C'est un immense espoir qui se lève. Et ce changement, il ne se fait pas attendre. Dans la foulée, les accords de Matignon sont signés. Et là, c'est une véritable révolution sociale. Regardez, on instaure la semaine de 40 heures, on obtient 2 semaines de congés payés pour tous les salariés, oui, les premiers congés payés, et les salaires sont augmentés. L'effet est immédiat. Pour la toute première fois, des millions de travailleurs découvrent les loisirs, les vacances, la possibilité de souffler un peu. C'est un changement radical dans la vie de tous les jours pour la classe ouvrière.
Malheureusement, cette expérience va être assez courte. L'union qui avait fait la force du Front populaire, eh bien, elle ne va pas tenir le choc face aux pressions, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Alors, que se passe-t-il? La coalition se fissure. Et le point de rupture, le sujet qui fâche, c'est la guerre civile en Espagne. Faut-il aller aider les républicains contre le fasciste Franco? Les communistes disent oui, absolument. Mais le gouvernement de Blum, lui, opte pour la non-intervention. C'est la rupture. Les communistes claquent la porte entre 1938 et 1939. Le résultat est sans appel, c'est la fin du Front populaire. L'alliance de gauche se brise et elle laisse la France affaiblie, divisée, juste au pire moment possible à la veille d'une nouvelle guerre mondiale. Finalement, toute cette période, c'est l'illustration parfaite du grand combat de l'époque. Le choc entre un modèle qui dit « sacrifiant les libertés au nom de l'ordre » et un autre qui, même s'il est fragile, essaye de les préserver à tout prix. Et ça nous amène à une toute dernière question, histoire de réfléchir un peu. Quand on observe cette chaîne d'événements, une guerre qui entraîne une crise, qui elle-même nourrit les extrêmes, qui provoque une réaction sociale mais fragile, on peut se demander quelles leçons de cette époque nous parlent encore directement aujourd'hui. La question, je crois, reste plus que jamais ouverte.